C'était un vendredi classique du mois d'octobre. Ni trop chaud, ni trop froid, un peu pluvieux. Le crachin normand, comme on l'appelle. L'automne s'était installé depuis longtemps déjà, avec ses parterres de feuilles colorées et ses senteurs de feux de cheminée. Dernier jour avant un week-end bien mérité, ce vendredi avait tout pour être parfait, ou du moins d'une réconfortante banalité. Pourtant, ce fut une véritable catastrophe. Déjà parce que mon réveil, que j'avais mis à sonner à 6h25, 6h30, 6h35 et ainsi de suite jusqu'à 7h, ne m'a pas réveillée. J'ai donc ouvert les yeux en panique à 7h22 en sachant d'avance que j'allais arriver en retard à cet oral que je préparais depuis des semaines et que je devais présenter au professeur le plus terrifiant de mon lycée. Après une course effrénée dans ma maison pour rassembler mes affaires, une chute dans l'escalier qui a manqué de me tuer et ma mère qui me répétait que j'allais être en retard, j'ai enfourché mon vélo et filé à toute berzingue dans les rues de ma ville pour essayer d'être le moins en retard possible. C'était sans compter sur cette fichue plaque d'égout glissante et recouverte de feuilles à 200 mètres de mon lycée qui a envoyé mon vélo et moi, par la même occasion, valdinguer dans la gadoue pâteuse devant un groupe d'enfants qui se rendaient à la piscine et qui n'a pas manqué de rire à gorge déployée devant ce piètre spectacle. Nul besoin de mentionner que non seulement je suis arrivée en retard et que c'est dégoulinante de pluie, de boue et le visage contusionné que je me suis pris le savon du siècle par mon professeur de français. Quand je suis rentrée chez moi, ce soir-là, après avoir crevé le pneu de mon vélo et raté 2 bus d'affilée, j'étais fatiguée, énervée et pressée d'en finir avec ce vendredi maudit. C'est dans cet état que je suis tombée sur une publication sur les réseaux sociaux qui m'enjoignait à sourire, car au fond, la vie était belle et que surtout, demain, allait être un autre jour. J'ai éteint mon téléphone de rage en me disant que peut-être, le lendemain serait pire que le jour que je venais de vivre. Pourtant, cette phrase me questionnait et me questionne encore aujourd'hui. Demain est-il un autre jour? Mesdames et messieurs, je suis ici ce soir pour vous dire que oui, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, demain est et sera toujours un autre jour. Demain est un autre jour est une expression que vous avez tous entendue au moins une fois dans votre vie. Elle signifie que malgré les contretemps et les obstacles rencontrés, tout finira par se solutionner. Il suffit d'un peu de temps et de beaucoup d'optimisme. Penser que demain est un autre jour, c'est se dire que chaque jour est une nouvelle chance de mieux faire, comme une page blanche qui se renouvelle chaque matin et nous donne la possibilité non seulement de faire mieux, mais d'être meilleur, tant avec soi-même qu'avec les autres. Nous avons tous déjà regretté des paroles dites à un proche ou à un ami. Demain est le jour dont nous avons besoin pour nous excuser, pour nous améliorer. Si demain n'est pas un autre jour, alors nous sommes condamnés à ne jamais évoluer, à répéter sans cesse les mêmes erreurs et à les perpétrer. Les enfants ont un privilège immense que nous perdons tous à l'âge adulte. Ce privilège, c'est le droit à l'erreur. Quand un enfant ne réussit pas quelque chose, que ce soit un dessin ou une figure de gymnastique, on lui dit toujours la même chose. Ne t'inquiète pas, tu feras mieux la prochaine fois. Et c'est de cette manière qu'effectivement, il fait mieux la prochaine fois, et encore mieux la fois d'après.
Mais à l'âge adulte, ce privilège disparaît, consumé dans un idéal de perfection inatteignable que beaucoup passeront leur vie justement à essayer d'atteindre. Une fois adulte, tu ne feras pas mieux la prochaine fois, car pour toi, il n'y a pas de prochaine fois, comme si tout devait être parfait du premier coup, comme si l'erreur, après tout, n'était pas humaine, mais enfance. Mais je refuse de croire en cela, car notre deuxième chance à nous, c'est demain. C'est le soleil qui se lève chaque matin pour nous permettre de mieux faire, de persévérer, là où tout le monde pense que l'on va échouer. Vous connaissez probablement toutes ces success stories venues d'outre-Atlantique, de ces hommes qui ont commencé à travailler dans leur garage, qui se sont vus refuser leurs projets, moqués et pointés du doigt, et qui sont pourtant aujourd'hui à la tête des plus grosses entreprises mondiales, Facebook, Microsoft ou encore Netflix, pour en nommer. Le point commun de ces hommes, ce n'est ni leur richesse, ni leur influence, mais le fait qu'ils ont toujours été convaincus que demain est un autre jour. C'est en étant convaincus de cela qu'ils n'ont jamais baissé les bras. Et c'est de cette manière dont on se rappellera d'eux, comme des gens qui n'ont jamais abandonné ni perdu espoir. Mesdames et messieurs, croire que demain est un autre jour, c'est croire que le meilleur est à venir. Et pourtant, j'entends déjà certaines critiques m'avancer que pour beaucoup, la vie est une suite de lendemains qui se ressemblent, sans que rien ne change. Mais je refuse de croire en un monde où demain ne représente pas une opportunité de faire mieux, ou en tout cas, d'essayer. C'est pour cela que croire que demain est un autre jour n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'y croire. Il faut en être convaincu. Car au-delà d'un simple état d'esprit, c'est une nécessité. Le temps est nécessaire pour apaiser nos peines, nos douleurs. Il est le seul à même de pouvoir soigner les plus vives souffrances. Prenez l'exemple du deuil. Quand on perd quelqu'un qui nous est cher, la douleur commence toujours par être vive, insupportable. Et c'est seulement le passage du temps qui nous permet de l'apprivoiser, de vivre avec. Dans ce genre d'épreuve, demain doit être un autre jour. L'espoir, la certitude même que nos larmes sécheront et que nos cœurs s'apaiseront. Demain doit être un autre jour car nous avons tous besoin d'espoir, de croire en quelque chose qui nous dépasse, d'être convaincus même que c'est demain qui façonne le monde. Voyez ces soldats pendant la guerre, coincés au front des mois durant, sans savoir s'ils allaient vivre suffisamment pour revoir leur famille. Demain a toujours été un autre jour pour eux. Un jour de plus en vie, un jour de moins à vivre l'enfer. Chaque jour a son lendemain, et chaque lendemain est porteur de cet espoir. L'espoir que le jour suivant sera meilleur, ou en tout cas, un peu moins pire. Je me souviens de ce voisin, victime d'un accident de voiture alors qu'il était âgé de 25 ans. Quand nous sommes allés lui rendre visite en centre de rééducation, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Alité dans un fauteuil roulant, les médecins lui avaient annoncé que ses chances de remarcher un jour étaient très faibles, voire inexistantes. Pourtant, il n'a jamais renoncé et a pris chaque lendemain comme un jour nouveau pour avancer, pour travailler. Et des années après, il est capable de marcher. Cet exemple nous montre bien la force de cette simple expression. Oui, demain est un autre jour, car quoi qu'il arrive, la vie ne cessera jamais de nous surprendre.
et il ne sera jamais trop tard pour décider de tout recommencer, de repartir de zéro. Cependant, affirmer que demain est un autre jour, cela ne veut pas dire que les jours ne vont parfois pas se ressembler, que la routine ne prendra pas souvent le dessus. Croire que demain est un autre jour, ce n'est pas penser que chaque lendemain est voué à être extraordinaire, mais c'est être fermement convaincu que la clé du bonheur réside dans ce simple état d'esprit. Demain est un autre jour, car demain est une nouvelle chance, et que vous soyez là ou pas, les jours passeront. Alors autant saisir ces chances pour essayer au moins de faire de son mieux. Mesdames et messieurs, mes chers auditeurs, retenez que la nuit porte conseil et que le soleil que vous voyez se lever chaque jour est le symbole d'une nouvelle chance donnée par la vie, une chance de faire un peu mieux que la veille et peut-être, qui sait, de produire des merveilles. C'est pourquoi à la question « Demain est-il un autre jour ?», je vous réponds que oui, et je vous affirme même que c'est là la clé du bonheur de votre vie. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis le 17 mars 2020, je suis en mode pilote automatique. Je laisse les nombres défiler sur mon compteur. Un compteur qui marque non pas le nombre de kilomètres parcourus, mais, parce que j'en fais très peu dans la journée, mon lit à mon bureau, ça en fait 3 maximum, mais plutôt le nombre de journées vécues. Et ce matin, j'ai osé le faire. J'ai regardé mon compteur et il indiquait 392 jours. Vous y croyez, vous ? À ce que autant de jours se soient écoulés depuis qu'un certain individu ait décidé que c'était une bonne idée de manger un pangolin en salade. Et dire que tout ce temps, il m'est passé sous le nez et que je n'ai rien senti. Littéralement. Déjà, pendant le premier confinement, j'avais l'impression, comme Bill Murray dans Un jour sans fin, que tous les jours étaient les mêmes et qu'ils se ressemblaient et qu'ils passaient un à un. Et puis on est d'accord, c'était vraiment très difficile de les différencier. Moi, je passais mon lundi au dimanche en charentaise, pyjama castor. Ça sautait pas vraiment aux yeux, la différence. C'est là que j'ai remarqué quelque chose de fort intéressant. Tous les jours se terminent ou, pour un, commencent par la syllabe « dit ». Oui, bon, je sais, le confinement a cette particularité de nous faire surgir de grandes questions existentielles. Mais bref, j'ai trouvé ça beaucoup trop compliqué. Et franchement inutile vu la situation. Donc, j'ai décrété qu'à partir de maintenant, tous les jours de la semaine s'appelleraient « aujourd'hui ». Donc, hier, c'était « aujourd'hui », aujourd'hui, c'est « aujourd'hui », et demain, ce sera « aujourd'hui ». C'est comme ça que je fonctionne. Une fois cette petite révolution journalière accomplie, je me suis faite une autre réflexion. Mesdames et messieurs, je suis riche. Eh oui, je possède du temps, et pas qu'un peu. Je possède des milliards de secondes, des milliers de minutes. Ah, quelle belle et douce réflexion que se dire cela. Mais voilà, ça me confronte au problème que seuls les plus grands milliardaires, Jeff Bezos, je te comprends, peuvent connaître, et ce problème est le suivant. Que faire ? Que faire de tout ce temps dont je dispose ? Et c'est là que je fus frappée de la malédiction de notre époque, qui est la procrastination. Donc je n'ai pas fait grand-chose de mes journées, excepté regarder des films, car j'adore ça. Et vous allez voir, ça va en venir à mon sujet. J'ai regardé Autant n'emporte le vent. Et pour vous dire, ces fut les 3 heures les plus palpitantes de ma vie. J'attendais qu'à la dernière minute, Rhett et Scarla finissent ensemble. Mais que vois-je ? Dans la brume, Rhett s'en va, la laissant seule. Et elle dit cette phrase. Demain est un autre jour. Alors Scarlett, comment te dire ça gentiment ? C'est pas en disant ça que Rhett il va revenir en fait.
Il est parti pour toujours. Tu lui en as fait voir de toutes les couleurs, le pauvre, il ne va pas revenir. Tu as laissé passer ta chance. Et ce n'est pas en espérant que demain soit meilleur qu'aujourd'hui va s'arranger. Eh oui, déception amoureuse, échec, n'importe quoi, passer une mauvaise journée. Tu peux pas te dire que demain va tout arranger. C'est trop facile. Non. Pour aller mieux, il faut agir tant qu'on le peut. Et quand on le peut, c'est maintenant. Ce n'est pas un hypothétique demain. Il ne faut pas rapporter à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Ne faites pas comme moi. Ne perdez pas votre temps non plus à essayer de le rattraper. C'est fait. Ce qui est fait est fait. Vous ne pouvez pas rattraper le temps perdu, mais vous pouvez faire avec ce qui vous reste. Arrosez vos plantes, sinon elles vont mourir. Dites aux gens que vous les aimez. On sait ce qui pourrait leur arriver. Vivez dans l'instant présent. Ne partez pas à la recherche d'un hypothétique demain. Je pense qu'il est temps de vous présenter, de vous l'énoncer, ce grand ennemi de l'humanité. C'est le temps. On lui court après. Mais, et oui, le temps, je tiens à préciser, ce n'est ni la météo, ni la petite mouche qui vous pique en été. Juste pour qu'on soit clair. Demain, ce n'est pas un autre jour, mais la continuité des jours de votre vie. Je vais vous donner ma conception de la vie. Très simplement. À la naissance, il y a une petite firme, quelque part, au ciel, n'importe où, qui crée des packs. Des packs avec des journées. Des stocks de journées qu'on nous donne à notre naissance. Certains ont le droit au pack premium. Et eux, ils ont une longévité assurée. Et d'autres ont le pack promo. Et eux, c'est pas dit qu'ils se fassent de vieux os. Quoi qu'il en soit, le seul bémol, c'est qu'on ne sait pas si on a eu du bol. Et quel pack on a eu à la naissance. On sait juste que, comme tout le monde, on a un certain stock de journées prévues. Mais on ne sait pas quand celles-ci vont s'arrêter. Laissez-moi juste revenir à la mouche dont je vous avais parlé. Celle qu'il ne fallait pas confondre avec le temps. Cette mouche vampire qui vous pique en été. J'ai fait des petites recherches et j'ai appris qu'elle ne vit guère plus d'une semaine. C'est triste. Autant dire que pour le temps est compté. Mais ça m'a fait penser à quelque chose. Pour ces insectes, ils ont une durée de vie très courte. Mais nous ne sommes pas les insectes, nous les humains, de quelqu'un d'autre. Par exemple, les extraterrestres. Imaginez, un extraterrestre à bord de sa soucoupe volante, un extraterrestre sociologue qui a décidé d'étudier les comportements des planètes voisines et qui regarde sur Terre s'agiter ces petites choses que nous appelons les humains. Il se dirait, mais vu la rotation de leur planète, ça ne doit faire que 24 heures une journée. Les pauvres. Oui, les extraterrestres nous plaindraient. Car eux, sûrement, leur journée ne dure que 2 minutes. Et ils ne passent pas leur journée à courir après demain. Ils vivent l'instant présent, vu qu'ils n'ont que ça. Ça dure trop peu de temps, une journée. Il faut vivre maintenant. Alors, ils se diraient sûrement que nous sommes bêtes. Et ils rejoindraient sûrement la philosophie d'un grand maître. Maître Ogway, que si vous connaissez dans Kung Fu Panda, et la tortue. Vous savez, qui, avec l'arbre, fait tomber des pétales, dit à notre cher maître Shifu avant de rendre son dernier soupir. Hier et derrière, demain est mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Dites-moi, vous n'avez jamais attendu avant d'ouvrir votre cadeau? Vous l'ouvrez maintenant. Vous n'attendez pas demain, vous l'ouvrez tout de suite. Alors il ne faut pas attendre non plus pour vivre l'instant. Il ne faut pas attendre que demain apporte une différence quelconque en ce monde. Il faut la porter soi-même aujourd'hui, cette différence. Il faut vous confronter à la réalité. Il faut ne pas relativiser et vous dire que le meilleur reste à venir. Et tous ces gens qui vous disent « Ne vous inquiétez pas, demain ça ira mieux ».
regardez-les dans les yeux et dites-leur, moi je vais agir maintenant. Parce que l'avenir en dépend. L'avenir, c'est maintenant. C'est ce qu'on construit aujourd'hui. Demain, vous n'en savez rien. Ce dont vous pouvez être certain, c'est ce que vous avez maintenant entre les mains. Vous pouvez faire des pronostics, des promesses. Mais, en fin de compte, c'est prendre un risque sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous n'allez pas gagner au loto demain. Et ceux qui ont faim ne seront pas rassasiés. La planète ne va pas d'un coup arrêter de se réchauffer. Il faut être réaliste. Ça sera peut-être pire demain. Mais ne vous affolez pas, au contraire, soyez-en conscients. Parce que c'est comme ça que ça changera. Il faut juste reconnaître qu'il y a un problème et s'en saisir dès à présent, par des petits gestes que vous pouvez faire dans votre vie quotidienne, mais aussi les gouvernements, ceux qui ont tardé à mettre en place des mesures sanitaires sans mordre les doigts aujourd'hui. Je fais un peu de politique, j'avoue. Mais pour vous dire, quand on a dit « on espère que 2021 sera mieux que 2020 », voilà où nous en sommes. J'ai toujours mon masque, la bise, on ne peut pas encore la faire, mais les checks de coude, ça progresse. Tout ça pour dire, les choses ne changent pas comme ça prend du temps. Et ce demain que nous voulons construire, il est fait de journées, il est fait de aujourd'hui qui se prolonge. Je vous invite donc à adopter ma philosophie. Chaque jour est un nouvel aujourd'hui. C'est tout. Et puis, n'ayez pas peur de demain. Car comme les licornes ou les poules qui font du surf, demain, ça n'existe pas. Voilà. Je suis claire, je vous le dis. Demain, c'est une illusion. Ça n'existe pas. Tout ce que nous avons, c'est le moment là. Alors n'attendez pas un autre jour pour aller mieux. N'attendez pas un autre jour, car plus tard, je crains bien qu'il sera trop tard. Demain n'est pas un autre jour, mais le même jour qui se poursuit et qui constitue le fil de notre vie. Laissez-moi vous parler d'un temps qui parfois peut me manquer. Les ambiances festives de fin de journée, celles où on se retrouve pour échanger des moments de convivialité, de partage et de dialogue. Je sais bien qu'il n'est pas très original pour une étudiante de mon âge de vous dire que j'aime ça, les soirées, mais peut-être la raison pour laquelle je les apprécie est un peu moins commune. Certains y vont pour danser, pour l'ivresse de la musique et de l'alcool, pour draguer. Pour ma part, j'aime les soirées pour ce qu'elles offrent de rencontres, de découvertes de l'autre. Une soirée idéale, c'est une soirée à 10 ou 15 personnes. Il s'y trouve une ou deux de mes amis les plus proches, une majorité de connaissances et de potes que je ne croise quasiment qu'en ces occasions, et quelques inconnus. Volant d'individu en individu, le plaisir de ces moments se résume à essayer de les faire parler, apprendre qui ils sont, leur faire révéler des points de leur personnalité, échanger, adapter mes questions et ma curiosité à ce qu'ils veulent bien offrir de confidences. Il faut reconnaître que ces ambiances sont bien souvent propices au secret, aux confidences, d'autant plus que j'y ai souvent le monopole de l'écoute amicale et désintéressée. Tout le jeu consiste donc à savoir créer un lien d'intimité avec des personnes que je connais à divers degrés, m'adapter à nos statuts respectifs, à sa propre vision du personnel et du public. En somme, à assécher ma curiosité sans paraître trop intrusive. Alors oui, il faut garder ces distances, les surveiller constamment pour qu'elles soient au plus juste, pour qu'elles conviennent à tous. Garder ces distances, ce n'est pas les conserver strictement identiques. C'est les préserver, certes, mais en acceptant des évolutions, des rapprochements et éloignements au gré des événements. La distance possède deux aspects principaux. La distance physique et la distance émotionnelle. La distance à l'autre possède deux aspects principaux. Je suis de celles qui n'ont aucun mal à se confier, qui souhaitent constamment établir des dialogues intimes,
sans réellement tenir à maintenir un jardin secret. Mais je suis aussi de celles qui ont besoin de ménager de larges cercles physiques dans mes interactions. Et je remercie en cela le gouvernement pour avoir rappelé à mes concitoyens qu'il était bon tout de même de conserver une distance d'1 ou 2 mètres avec les individus que l'on ne connaît pas. Les théories sur la proximie attachées à Edward Hall reflètent ce propos. Les distances que nous souhaitons garder ne sont pas les mêmes pour tous. La légende voudrait que cette idée lui soit venue au cours d'une conversation avec un collègue de nationalité étrangère, ou debout dans un couloir et réajustant constamment leurs distances, qui n'étaient pas les mêmes, leurs distances physiques, ils se seraient déplacés de plusieurs mètres au cours du dialogue. Ici, chacun a gardé ses propres distances sans tenir compte de celles de son interlocuteur. Je vous ai parlé de la distance que je dois savoir mettre en questionnant les individus pour ne pas paraître intrusive. Mais en réalité, cette distance est tout aussi importante dans le sens inverse. Je ne peux me permettre de raconter à n'importe qui des confessions trop intimes, sous peine de les gêner. Il faut que je sache mettre une distance raisonnable entre mon interlocuteur et moi, tout comme je tente, en vous parlant ce soir, de trouver la juste distance et de la conserver. Ce qui consiste à me confier sur mes réflexions, mes opinions et quelques anecdotes, sans pour autant vous incommoder en vous imposant des détails que vous ne souhaitez pas entendre. Être sur la réserve a du bon. La distanciation sociale, c'est également respecter un certain nombre de normes, une manière de créer une distance qui conviendrait à tous. Un employé ne peut pas faire preuve des mêmes familiarités envers son patron ou envers ses collègues, tout comme un étudiant ne peut pas faire preuve des mêmes familiarités envers son professeur ou envers ses camarades. Je les vois déjà, ceux qui viendraient me reprocher de vouloir maintenir une hiérarchisation entre les individus. Pourtant, au lycée où justement les distances entre professeurs et élèves tendent à se réajuster par rapport au collège, il semblerait que nous avons tous préféré le professeur qui nous vous voyait en retour à celui qui nous imposait un vous tout en nous accordant un tu. Car oui, garder ces distances, c'est également marquer une forme de respect. Ces distances peuvent évoluer, mais elles restent nécessaires, indexées sur des normes, et elles peuvent blesser lorsqu'elles ne sont pas respectées. Savoir à qui serrer la main, faire la bise, qui prendre dans ses bras, semble nécessaire pour éviter l'inconfort ou le ridicule. La distance et le respect, ce n'est pas la froideur hautaine, c'est au contraire l'empathie et l'attention à la sensibilité de l'autre. Garder nos distances, c'est aussi conserver et travailler nos particularités. Il y a 23 ans, je ne faisais qu'un avec ma mère, même physiquement, et depuis, les distances ont été prises. Elles n'ont pas été gardées dans un sens de conservation stricte, elles ont été agrandies, constamment redéfinies, mais ces distances étaient nécessaires à la construction de mon identité. Apprendre à être un, à part entière. Prise de distance rarement aisée, souvent tumultueuse, blessante et parfois trop tardive, l'important est de l'avoir, cette distinction, pour maintenir notre originalité. La distance, c'est donc la différence. Nous avons souhaité abolir les distances avec le progrès technique, aller toujours plus vite, toujours plus loin. Nous avons rétréci l'écart entre les capitales, et dans le même temps, nous avons rétréci leur singularité. Les hôtels Carlton en sont une belle illustration, un chez-soi américain, mais sur d'autres continents. Abolir les distances mondiales, c'est tendre à une triste uniformisation. Prenez de la distance, gardez du recul, ne vous laissez pas émouvoir par tous les éléments qui vous entourent. Évidemment, c'est une tâche ardue pour beaucoup, une lutte de tous les jours. Ne pas se laisser atteindre par chaque contrariété, chaque obstacle ou chaque nouvelle désagréable. Prenez de la distance sentimentalement, psychologiquement, pas seulement spatialement. Et comment aborder l'espace sans aborder le temps ? Nous voilà maintenant tentés de terminer cette tentative de raisonnement sur des considérations temporelles, car la distance n'est qu'un écart,
et concerne également l'intervalle entre deux instants. N'oubliez pas le passé, accordez-lui une place, mais ne vous tourmentez pas de vos erreurs, ne ressassez pas les affronts, les manquements, les mauvais choix. Prenez du recul afin de voir ce qui doit être conservé, la palette de bons souvenirs et les quelques leçons des mauvais. Ne vous tourmentez pas non plus de votre futur, il est plus qu'incertain et il est certain que vous n'en savez rien. Gardez vos distances avec les temps qui ne sont pas le moment présent. Ce n'est pas les ignorer, c'est conserver le recul nécessaire pour analyser, comprendre et tirer des leçons sans se laisser envahir par les émotions. Alors oui, vous pourriez me dire que ce sont là de bien belles paroles, mais que j'ai introduit ce discours en vous parlant de festivités qui, justement, ne sont plus et que j'espère être à nouveau bientôt. Vous avez raison, gardons-nous des écueils de la nostalgie et de l'impatience. Évidemment, cela peut me manquer la plupart du temps. Mais la plupart du temps, évidemment. Cela peut me manquer, mais la plupart du temps, je m'accorde à ce présent sans fête, tout simplement parce que je n'y peux rien. Ou du moins, à ma petite échelle, tout ce que je peux faire, c'est vous inciter, si vous ne souhaitez ne retenir que cela de mon discours, à garder vos distanciations sociales et à réviser vos gestes barrières, afin qu'un jour, peut-être, je puisse à nouveau me confronter au constant ajustement de mes distances et de celles des autres, dans la paisible douceur des nuits festives. Vous savez, j'ai trouvé le chemin du bonheur. Le bonheur, il est à Tourves, Aubé, Bornel, Emerinville et même à Valseny. Il est écolo à Roquefort-les-Pins, souriant à Sarian et tout à fait balisé à Plot. Quand on cherche bien, on peut même le trouver dans la rue à Vitrolles, Perrier-sur-Andelle, Damprichard et Paulestre, et lui mettre la main dessus dans un coin de Renier. Le bonheur fait tout pour se rendre accessible. Il se range par ordre de grandeur entre deux recherches sur Google Maps. Le bonheur n'est qu'à une poignée de kilomètres, quelques minutes peut-être à vol d'oiseau. Alors certes, parfois, le chemin du bonheur ne mène pas toujours à l'endroit rêvé. Il peut se faufiler entre de grands HLM, ou bien mener au contraire à une petite bâtisse toute délabrée. D'autres fois encore, c'est dans un pré boueux qu'il nous conduit, entre les flaques visqueuses et les animaux beuglants. Je vous l'accorde, on a connu plus attrayant. Quand on se retrouve là, face à ce chemin qui promettait tant de choses et qui n'offre rien, on peut se poser la question du sens que l'on accorde à tout cela. On se dit qu'on n'aurait pas dû essayer, qu'on n'aurait pas dû y croire, qu'on aurait dû rester bien tranquillement chez nous, sans nous prendre la tête à retrouver notre chemin sur des routes inconnues. Pourtant, mesdames et messieurs, je reste convaincue qu'il ne faut pas garder ces distances, bien au contraire. D'abord, parce que parfois, le chemin du bonheur, vous avez vraiment besoin d'y aller, surtout lorsqu'il s'agit d'une boutique de fringues ou de prêt-à-porter. Là, l'objectif vous apparaît clair, vous décidez d'y aller. Ensuite, je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on garde tous nos distances à tout bout de champ. Il aura bien du mal à devenir champion du monde, ce champion de saut en hauteur, s'il n'a pas le droit de se confronter à son objectif. Selon vous, il devrait faire quoi ? Rester là, les bras ballants, à regarder le ciel et à se dire mais c'est juste là, pourquoi j'ai pas le droit d'y aller ? C'est juste là ? Non, ce n'est tout simplement pas possible. Garder ces distances, c'est trop énorme, trop surprenant, trop inhabituel. Pour qu'on puisse tous garder nos distances sans risquer de se tromper, il faudrait mettre en place une juridiction de la distanciation, prête à intervenir en tout lieu et à toute heure. Oui, allô, vous me recevez ? Ok. 2 amoureux sur les quais de la Seine. Je répète, 2 amoureux sur les quais de la Seine s'apprêtent à s'embrasser et à échanger de la salive. 2 amoureux sur les quais de la Seine. Ceci n'est pas un exercice. Envoyez des renforts, ils sont complètement malades. Bon, ça, c'est une partie du problème. Par la suite survient l'idée saugrenue, l'hypothèse sulfureuse selon laquelle il faudrait parfois garder ses distances face aux autres. Je ne pense pas qu'il existe pire suggestion que celle-ci. Voyez les gens au regard fuyant, ceux qui vous évitent, qui ne veulent pas vous dire ce qui leur arrive, qui s'imaginent que souffrir en silence dans leur coin épargnera les autres. Avez-vous jamais ressenti pire douleur que face à la distance qui vous éloigne de cette personne que vous aimez ? Ne dit-on pas dans la littérature que ce regard fuyant blesse, étouffe, enrage, effraie ?
lorsque cette personne à qui vous avez offert votre cœur dans un coffret vous fuit, lorsque des kilomètres et des kilomètres séparent vos deux corps qui s'effleurent, n'avez-vous pas envie de la secouer, de la serrer dans vos bras, de lui hurler dans un soupir « Reste, je t'aime, reste auprès de moi, je t'en supplie ». Garder ces distances, les camoufler jalousement, flouter au possible tous les liens qui ont un jour fait partie de nos vies, taire nos pensées et nos sentiments, se rouler en boule dans un coin pour ne plus avoir à regarder l'autre en face, ne plus jamais essayer de sortir, de mettre un pied dehors, de s'élancer hors de sa zone de confort, tout cela, mesdames et messieurs, s'assimile à mes yeux à de la lâcheté. Garder ses distances et se résoudre à stagner sur place et à ne plus faire l'effort de rien, à se complaire dans la médiocrité d'une existence passée à quoi? Attendre? Mais attendre quoi? Qu'on nous pousse peut-être? Que quelqu'un nous propulse vers le fameux sens de la vie? Il n'existe pas plus grande entrave que de ne se forcer à rien. Alors oui, j'en connais un qui s'est brûlé les ailes à vouloir s'approcher trop près du soleil. Et même qu'en ce moment, la distanciation sociale, ça sauve des vies. Peut-être qu'en renonçant à aller voir cette personne âgée, la semaine dernière, vous lui avez permis d'échanger un dernier éclat de rire avec sa famille et ses amis. Sans doute même qu'en ne vous présentant pas à ce barbecue organisé par vos amis samedi dernier, vous avez échappé à ce virus qui se cache sournoisement sous vos ongles. Imaginons même, en se projetant quelques années en arrière, que vous vous soyez un jour trouvé sur un escalier, en bateau, une montagne. Est-ce que ce jour-là même, vous tenir loin du vide, à bonne distance de ce danger, ne vous a-t-il pas sauvé la vie, alors que cette grande claque sur l'épaule qu'on vous a assénée voulait vous forcer à découvrir un peu trop vite ce qu'il se passe de l'autre côté? Bien sûr que ces derniers mois, la distance a été notre quotidien, notre fardeau, qu'on a pu et su s'en accommoder. Bien sûr que la distance est nécessaire parfois pour reprendre nos marques, souffler un bon coup, faire une pause du bruit des autres pour mieux se retrouver soi-même. On s'éloigne pour réfléchir à soi, à ce que l'on veut et à ce que l'on souhaite. Ce n'est pas une honte de pleurer en solitaire, et ce n'est pas être lâche que de prendre le temps de soigner nos plaies. Il est parfois bon de rester à distance pour ne pas faire de mal à qui que ce soit. Tout cela, mesdames et messieurs, je l'admets bien volontiers. Seulement, l'idée que je cherche à défendre ici, c'est qu'il est bien plus profitable de prendre son temps que de le garder pour soi. Prendre ses distances, plutôt que prendre son temps, implique en effet une décision consciente de votre part, un désir, une volonté. Prendre ses distances, ce mois d'avril 2021, c'est endosser la responsabilité de la sécurité. C'est oser dire à nos proches « Je suis loin pour le moment, mais c'est promis, je reviendrai ». Et même, quel que soit le contexte, lorsque cette soif de l'autre se fait trop forte, que nous sentons nos zones de confort se rétracter sur nous, se briser contre nos épaules et nous courber l'échine, même lorsque 1000 travers nous empêchent d'avancer, il reste toujours une barrière que nous pouvons briser. Mesdames et messieurs, en ces temps compliqués, je me dresse devant vous en véritable hors-la-loi du kilométrage. Hors de la loi du kilométrage de la pensée. Je ne vous encourage pas, évidemment, à dépasser votre limite quotidienne de déplacement, à aller vous frotter à un monde qui n'est pas encore prêt à vous recevoir, ni à mettre en danger qui que ce soit. Ce que je vous demande simplement, c'est de réfléchir à la raison qui vous empêche de vous rapprocher de ceux à qui vous tenez vraiment. Depuis quand, à vrai dire, n'avez-vous pas pris de nouvelles de votre famille, de votre grand-mère, de votre grand-père s'ils sont encore en vie, de vos frères et sœurs qui vivent juste à côté de vous? Depuis quand vous enfermez-vous dans une sécurité factice, dans ce confort de l'inaction qui vous fera dire plus tard « J'aurais dû y aller. Pourquoi je ne me suis pas forcée? Pourquoi je n'ai pas fait ces quelques pas vers l'autre? Pourquoi je n'ai pas comblé cette distance ?» Se protéger à outrance, mesdames et messieurs, on l'a tous fait. J'en suis moi-même victime chaque jour lorsque je m'empêche de répondre honnêtement à la question « Salut Louise, comment ça va ?» On se cache, on se love dans nos convictions pour ne plus y penser. On s'empêche de penser même que peut-être, en tendant la main vers l'autre, en réduisant la distance,
en faisant un pas puis un autre vers cette personne qui nous fait face, on pourrait créer quelque chose de beau, quelque chose de vrai. Mesdames et messieurs, ce soir, je vous le demande, ne gardez plus jamais vos distances. Osez les entr'ouvrir. Laissez-vous aller à les donner, à en faire le don à l'autre, à les céder bien volontiers. Si ce n'est pas pour vous, autant le faire pour les personnes en face de vous. Pour ma part, mesdames et messieurs, je veux franchir toutes les distances du monde pour croquer à pleines dents ma liberté d'aimer. Non, je n'irai voir personne ce mois-ci, ni le prochain sans doute, et peut-être même pas encore celui d'après. Je ne mettrai personne en danger. Je porterai patiemment mon masque pour pouvoir mieux l'enlever une fois en sécurité. À la place, et aussi longtemps que ce sera nécessaire, je ferai ce premier pas, ce tout petit pas de géant. Ce soir, au téléphone, je troquerai la distance contre de l'attention et je laisserai résonner des je t'aime sur l'écho des répondeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Qui d'entre vous se souvient de cette publicité de L'Oréal avec ce slogan assommant ? Mais si, vous savez, cette pub avec une jolie brune et des cheveux très longs qui dansait sur une musique douce et remuante à la fois. D'un coup, elle se retourne et là, on se retrouve face à sa tignasse et un trait jaune, un peu huile, caresse l'écran. Ça fait bouger ses cheveux comme s'ils étaient soulevés par le vent, comme si leur éclat leur donnait une légèreté sans pareille. Et là, ça y est, ça me revient même très bien. Elle se retourne une nouvelle fois, on se retrouve face à elle et elle nous lance d'une voix câline et injonctive, le tout assorti d'un mouvement de cheveux élancés. Vous voulez des cheveux plus longs ? Ne les coupez plus. Cette phrase, ou plutôt cette évidence simpliste, est déclinable à l'infini. Par exemple, vous voulez des ongles plus courts ? Ne les coupez plus. Vous en avez assez d'être roux ? Osez le brun. Teignez-vous les cheveux. Ou encore, si l'on ose considérer la perte de poids comme quelque chose de simple, et que l'on reprend la stupidité de l'injonction publicitaire, l'on peut s'aventurer à la sommation suivante. Vous souhaitez perdre ces 4 kilos qui vous empoisonnent la vie et tirent le bikini ? Arrêtez de manger. Selon cette publicité et son impératif, la possibilité d'une chose réside dans son action. Si l'on veut obtenir tel ou tel résultat, l'on doit agir en conséquence. Ainsi, L'Oréal se fait le porte-parole de cette formule fameuse « Quand on veut, on peut ». Il semblerait plus que difficile, au vu de leur démonstration, de le nier. La marque nous invite à nous dire, nous, consommateurs, nous, capitalistes invétérés, oui, quand on veut, on peut. Adam Smith porte sur ses défuntes épaules le souci de cette injonction. En effet, le capitalisme en est l'illustrateur parfait. Ce n'est d'ailleurs pas innocemment que la publicité de L'Oréal est si instructive. Vouloir, c'est désirer. Le désir, c'est cette forme de fougue, d'envie qui envahit l'homme tout au long de sa vie. Pascal ne m'en voudra sans doute pas si je le parodie. Il ne me semble pas ahurissant de dire que l'homme est un roseau désirant. L'homme est le plus frêle, le plus faible de la nature, mais il désire. Le désir le rend invincible. À l'inverse du chêne, le roseau ne se brisera pas sous le joug de la tempête. Le capitalisme offre à l'homme la puissance d'un désir quasi infini. Tout est possible. Tout ce qui est matériel est atteignable. Ce qui n'est pas encore matériel peut le devenir.
ils ont réussi à transformer une chose qui paraissait pour toujours personnelle, intime, en quelque chose de matériel, de charnel. Les sex dolls permettent à l'homme encore plus de fantasmes, encore plus de désirs enfouis, enfin relâchés, en suspension. L'homme peut s'offrir le pouvoir de se satisfaire en toute légalité. Mais de façon beaucoup plus courante, le capitalisme nous offre, nous offrons grâce à lui, le pouvoir de nous offrir ce que l'on veut, ce que l'on désire. Même si Marx parle de l'asservissement du désir par le capital et par conséquent par le capitalisme, cela illustre à merveille, osons-nous le dire, cette petite phrase impétueuse. Quand on veut, on peut. Nous l'avons vu plus tôt grâce à L'Oréal, cette phrase est injonctive. Elle résonne en nous comme un ordre, comme une intimation. Nous avons tous eu au moins un de nos parents ou membres de notre famille qui nous a assommés quand on était petit et que nous avions été punis par la maîtresse pour avoir rendu un travail bâclé ou que nous n'avions pas rangé notre chambre pour aller jouer avec nos voisins, par ce fameux « quand on veut, on peut ». Je ne peux m'empêcher de voir dans les yeux noirs, irascibles et coléreux de ma mère une ressemblance avec Napoléon. Mais heureusement pour moi, elle s'est arrêtée dans cette remontrance et ne m'a jamais achevée par la phrase bien célèbre de son compère colérique « Quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit ». Je peux aujourd'hui m'en réjouir. Je n'aurais que très moyennement apprécié de la voir finir ses jours à Sainte-Hélène, assise sur le dos d'une baleine à bouffer les fils de son caleçon alors que je lui avais crevé le bidon. Malheureusement pour l'humanité et heureusement pour moi et pour notre sujet, des dizaines de dictateurs du monde se sont inspirés de notre Bonaparte et de leur politique, et ainsi ont voulu, ont pu et ont dû. Une nouvelle parodie, j'en conviens cette fois-ci plutôt boiteuse, du Veni Vidi Vici. César, lui-même d'ailleurs, ayant eu des penchants quelque peu despotiques. Kim Jong-un est à lui seul une grande partie de la vitrine de cette maxime. Il a voulu rendre l'armée nord-coréenne et son culte encore plus puissant. Il a pu développer le programme nucléaire en dilapidant les minces ressources de son pays et il a dû, pour cela, enfermer des milliers de personnes dans des camps de concentration. Je suis persuadée que son plus proche conseiller a dû l'entendre s'étouffer sarcastiquement avec un « bah écoute, quand on veut, on peut ». De façon bien moins négative, coupons la tête de Kim Jong-un. Non, coupons la tête de la dictature. Enfin, coupons la tête du mot dictature. Qu'entend-on dans le mot dictature ? On entend le mot diktat. Or, quand on veut, on peut, est précisément un diktat. Implicite, certes, mais un diktat quand même, tant il est imposé par l'opinion commune. Il a contribué à former le rêve américain. Il a porté des milliers de personnes sur la Route 66 vers l'American Dream. Il les a fait vivre, ces milliers d'Américains désireux d'un monde meilleur, traversant tout le pays pour trouver la justice et l'égalité des chances. Ce rêve s'est répandu à l'international et les États-Unis sont devenus une terre promise pour ceux qui voulaient et pour ceux qui étaient prêts à se donner les moyens pour réussir. Dans cette soif de pouvoir obtenir ce que l'on désire, il y a cette idée de hargne, cette rage de vaincre, cet œil du tigre. L'étalon italien en est une belle illustration. Boxeur de seconde zone, il part de rien
et se donne corps et âme pour battre Apollo-Creed, pour devenir Rocky, pour devenir quelqu'un. C'est là tout l'enjeu de ce diktat du rêve américain. Tout donner pour parvenir à exister. Or, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'homme existe à travers son désir. C'est son désir qui l'anime, qui le fait vibrer. C'est Freud qui a dit un jour que l'homme énergique, c'est celui qui parvint à transformer les réalités, les fantaisies du désir. Ainsi, accomplir ses désirs, les assouvir, réussir en somme à atteindre le pouvoir de son vouloir, c'est exister, c'est atteindre son essence. Pour exister, pour être le on, le moi, le nous, je dois. Je dois trouver le moyen de donner ma personne pour apaiser, contenter, satisfaire mes désirs. En cela, en ce devoir d'assouvissement, Freud et Napoléon sont assez proches. L'homme n'est pleinement lui que lorsqu'il parvint à réaliser, à accomplir ses volontés, ses envies, ses désirs. Gardons-nous tout de même de comparer de trop près un psychanalyste et un homme psychologiquement instable, bien qu'il est vrai qu'il soit coutumier de dire que le cordonnier est le plus mal chaussé. Je vais me permettre, pour illustrer le sujet, de vous raconter l'histoire d'un petit garçon. Lorsqu'il avait 7 ans, ce petit garçon, comme beaucoup d'autres petits garçons d'ailleurs, rêvait de devenir astronaute. Gagarine, Aldrin, Armstrong, puis après tout, pourquoi pas lui. Pendant plusieurs années, ses parents lui disaient qu'il y arriverait, que quand on veut, on peut. Mais un jour, vers ses 10 ans, il a parlé de son rêve à son grand-père. Son grand-père était particulièrement direct, franc, mais surtout terre-à-terre. Et ne se rendant probablement pas compte des conséquences de ce qu'il s'apprêtait à dire, il déclara « Mais tu es trop gros pour être astronaute ». Le monde du petit garçon s'écroula. Il n'en voulait pas particulièrement à son grand-père qui avait simplement été honnête, mais il en voulait particulièrement à toutes ces personnes qui pendant des années lui avaient menti en lui faisant croire que la vie c'est simple, que la vie c'est quand on veut, on peut. D'abord le Père Noël et ensuite ça. Sur quoi d'autre ses parents lui avaient-ils menti? Aujourd'hui, le petit garçon a grandi, s'est affiné, a fini par accepter qu'il ne sera jamais astronaute et va surtout se charger de vous démontrer que vouloir ne rime pas avec pouvoir. En bon scientifique, j'aime les maths. Drôle de passion que celle des mathématiques, mais pour la première fois, elle va m'être utile. Un des raisonnements les plus communs, mais également à mon humble avis un des plus élégants, est le raisonnement par contraposé. Si nous avons deux propositions, A et B, que l'on sait que A implique B, c'est-à-dire que si A est vrai, alors B est vrai. Nécessairement, la contraposée de cette proposition est vraie, c'est-à-dire non B implique non A. Et inversement, si la contraposée est fausse, la phrase de base est également fausse. Dans notre cas, on veut implique que l'on peut, A pour contraposer. Si on ne peut pas, alors on ne veut pas. Je suis personnellement de ceux qui veulent précisément ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Dites-moi que je ne peux pas toucher au mur car la peinture est fraîche, et je n'aurai pas de plus profond désir que de toucher ce foutu mur. Mon père m'interdit formellement de faire l'armée, et aussitôt, l'envie de m'enrôler m'apparaît. Interdisez-moi de marcher sur la pelouse, et je lorgnerai dessus pendant des heures. Il est donc faux de dire que si l'on ne peut pas, on ne veut pas. La contraposée étant fausse, les mathématiques démontrent que la phrase de base est elle aussi fausse. Je pourrais également me risquer à tenter un raisonnement par l'absurde, mais après 4 ans à essayer d'expliquer des concepts mathématiques à ma mère, j'ai appris que, après 2 minutes à parler de maths, les bâillements commencent à apparaître. Je vais donc m'arrêter ici. Cette phrase, quand on veut, on peut, est une immondice. Un tas dégoulinant de bonnes intentions, de bienveillance répugnante popularisée par Hollywood,
qui veut vous faire croire que lorsqu'on arrive aux États-Unis avec pas $1 en poche, mais qu'on a de la volonté, qu'on est travailleur et qu'on est prêt à faire des efforts, vous allez devenir millionnaire. Croire que lorsque l'on veut, on peut, c'est laisser les élites, les puissants, les privilégiés, vous faire croire que la volonté est tout ce dont il a suffi pour en arriver là. Car si la population savait que les riches sont riches parce qu'ils ont hérité, que les puissants sont puissants parce qu'ils ont des contacts, et que les privilégiés se battent précisément pour conserver ces privilèges, ils seraient moins dociles. L'espoir dans la France d'aujourd'hui, c'est le pain et les jeux de la Rome d'hier. J'oserais même aller encore plus loin, en prétendant que dire que quand on veut, on peut, ce n'est pas seulement niais, mais c'est également insultant. Iriez-vous dire à une personne paraplégique qui rêve de marcher, quand on veut, on peut? Non. Iriez-vous dire à un Nord-Coréen qui veut s'échapper de son pays, quand on veut, on peut? Non. Iriez-vous dire à une personne en deuil qui souhaite retrouver un proche disparu, quand on veut, on peut? Non. Pourquoi n'iriez-vous pas leur dire, quand on veut, on peut? Eh bien, précisément parce que ce n'est pas vrai, mais également parce qu'en plus d'être faux, ça peut leur faire du mal. Je ne vous ferai pas perdre de temps en expliquant que certaines choses sont fondamentalement impossibles et que prétendre le contraire est absurde. Mais je suis certain que spontanément tout un tas d'exemples vous apparaissent. Cette élucubration, quand on veut, on peut, rejoint la myriade de citations françaises plus démagogues les unes que les autres, à l'image de l'impossible n'est pas français, un ou une de perdu, 10 de retrouvé, ou encore ce qui ne tue pas rend plus fort. Je vais, si vous me le permettez, illustrer poétiquement cette phrase, et particulièrement le fait qu'elle n'a pas toujours de sens, et qu'en plus de ne pas bien s'appliquer lorsque l'on a un impact sur ce que l'on veut, cette phrase n'a aucun sens lorsque ce que l'on veut ne dépend pas de notre volonté. Nicolas et Monique sont malheureusement un peu fauchés. Heureusement, ils ont trouvé comment gagner un max de blé. Disney leur a toujours fait croire que les rêves se réalisent si on a beaucoup d'espoir. Il suffit donc de croiser les doigts et d'aller jouer un SMIC au PMU au bar tabac. On va tout parier sur le fait que quand on va gagner, la cote est super haute, c'est trop une bonne idée. Pas besoin de vous donner le résultat, sachez juste que quand je joue au foot comme je joue de l'harmonica, trahis, humiliés, fauchés par la Française des Jeux, Nicolas et Monique rentrent bredouilles chez eux. Ils comprirent donc, un peu malgré eux, qu'il est idiot de croire que quand on veut, on peut. À ces deux rimes, nous allons redevenir, si vous le voulez bien, un petit peu plus prosaïque et nous attaquer frontalement aux personnes qui souhaiteraient défendre la thèse adverse. L'argument le plus évident pour me contredire serait bien évidemment qu'on ne sait pas encore parfaitement ce qui est impossible. Ou que si quelque chose échoue alors que quelqu'un le voulait, c'est qu'il ne le voulait pas assez fort. Peut-être même que cette personne irait jusqu'à citer Mark Twain en disant « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Mais je vous laisse imaginer la prétention, que dis-je, le melon qu'il faut pour prétendre qu'une personne qui dit vouloir quelque chose ne le veut en réalité pas assez fort. Une pirouette argumentative par-ci, un peu de mauvaise foi par-là et paf. On a l'impression que si on échoue, on est le seul responsable. C'est qu'on ne voulait pas assez. Cette phrase, qui a initialement pour but de motiver, de réconforter ou de flatter les personnes qui doutent de leur capacité, est en réalité bien plus dangereuse. Parce que, après un échec, si on venait à vous dire « quand on veut, on peut », vous en tiriez quelle conclusion? Que c'est parce que vous n'avez pas fait assez d'efforts que vous avez échoué, parce que vous n'avez pas assez voulu, ou tout simplement parce que vous n'en aviez pas les capacités. Qu'auriez-vous ressenti si l'on vous avait dit cette phrase suite à un échec? Vous seriez probablement senti affreusement mal. Actuellement, je pense que vous avez, comme moi, senti que le vent de la future élection présidentielle commençait à souffler. Je vais donc me permettre de déterrer certains candidats parmi les plus obstinés de l'histoire de la Ve République pour illustrer mes propos. François Bayrou, candidat malheureux à 3 élections présidentielles. Jacques Cheminade, candidat malheureux à 3 élections présidentielles. La grande gagnante, toute catégorie, Arlette Laguiller, 6 fois candidate, 6 fois perdante. Allez leur dire que quand on veut, on peut.
Voyez comment ils vont vous recevoir. On veut nous faire croire que la volonté est une condition nécessaire et suffisante à la réussite. Profitons d'être dans le domaine de la politique pour déterrer une des plus belles pépites récentes de mauvaise foi présidentielle. Je traverse la rue et je vous trouve un travail. Cette phrase est en réalité simplement une réécriture de quand on veut, on peut. Cette phrase a simplement pour but de renverser sur les chômeurs la responsabilité de leur propre situation. Si vous ne trouvez pas de travail, c'est que vous n'en voulez pas. Cette phrase est étonnamment plus facile à dire quand on sort de l'ENA. Pour conclure, je me permettrai de demander qu'on pende, que l'on traîne sur la place publique, que l'on brûle devant témoins cette phrase sans queue ni tête, qui ne se contente pas seulement d'être fausse, mais qui est également dangereuse et insultante. Au nom du petit garçon qui rêvait de devenir astronaute, je vous demande que l'on arrête, sous couvert de gentillesse, de laisser les gens s'accrocher à des rêves qui ne leur seront jamais accessibles. Car plus haut est le rêve, plus douloureuse est la chute. Souvent, lorsque vous entreprenez la démarche audacieuse de vous laisser rêver à des choses un tant soit peu extraordinaires, on vous répond sur un ton plus ou moins tranchant, quelque peu paternaliste, mais sans jamais penser à mal, bien évidemment. Une réponse sans équivoque. Arrête de croire au Père Noël. Vos belles idées à la plonge, rayées de la carte, désintégrées, annihilées. En une seconde, cette injonction cinglante vient balayer vos rêves comme une tempête emporte les futiles constructions de l'homme. Pourtant, je me souviens d'un jour où je croyais au Père Noël. Voyez-vous, j'avais même mis en œuvre, dans mon innocence enfantine, un stratagème pour enfin le rencontrer, de mes yeux, pouvoir l'admirer. Tout reposait sur la géométrie particulière de notre salon. L'architecte, visionnaire dans sa conception, avait donné un sens à l'innovation. Il avait placé l'escalier en colimaçon au centre de la maison, de sorte que le canapé placé contre les panneaux de bois laissait apparaître deux petits coins. Je vous laisse imaginer le potentiel de ces lieux dans l'esprit de mignons démons, encore chétifs mais déjà si créatifs. Alors, un soir de Noël, j'étais là dans un des coins, celui en face du sapin bien sûr, et j'attendais le Père Noël. 21h, 22h, 23h. Il allait presque arriver et j'étais prête, cachée, le ventre bourré de rôtis et de bûches glacées. La tension était à son comble quand soudain, je me réveillais dans un lit chaud et confortable. Je vis par le dôme la lumière du jour filtrée. Mes parents avaient dû me trouver, me coucher. Et avec tout ça, mes plans étaient partis en fumée. Je n'arrivais pas à croire que j'avais fait l'erreur de m'endormir alors que tout était ficelé. N'ayez crainte, les peines d'un enfant de 5 ans sont vite effacées et les cadeaux sont venus me consoler. Cependant, l'année d'après, terminé. J'étais en CP et Papa Noël n'a plus alors été qu'une figure du passé. Mais à la question, faut-il croire au Père Noël ? De nos jours, personnage fallacieux, usité uniquement pour soutirer quelques écus des bourses des manants, je réponds oui. Vous connaissez le dicton, il n'y a que les grands sages qui ne changent pas d'avis. Et après tout, la vie se doit d'être un chemin dédié à la réflexion. Il faut croire au Père Noël et j'aimerais vous en conter le pourquoi. Ma contradictrice se rangera probablement du côté de saint Thomas et arguera que l'on ne peut croire que quand quelque chose qu'on peut voir. Pas de lutin, pas de reine, pas de traîneau rempli de cadeaux, pas de Père Noël. Nous serions cependant bien embêtés si nous ne croyions qu'en ce que nous voyons, la moitié d'entre nous, et je reste mesurée, emportés par la mortalité infantile sans pitié, parce qu'aucun alors n'aurait compris les formes si diverses que peut prendre la vie. Si Pasteur n'avait pas répudié ce credo, nous serions condamnés, à notre grande âme, à porter ce masque ad vitam aeternam, au boulot, dans le métro, sans aucun radeau.
La découverte d'un monde microscopique n'a fait que confirmer ce que Descartes avait déjà anticipé. Les sens trompeurs nous mènent dans le mur alors même qu'ils sont censés nous protéger. Imaginez la tristesse de nos existences si l'on ne s'en référait qu'à ce que perçoivent nos sens faiblement fiables. Jamais nous n'aurions découvert les quarks, les quasars, le quartz ou les vaccins. D'autant que, si sous prétexte de non-existence, on ne croit pas au Père Noël, alors sur le même modèle, on ne croit pas en Dieu. Dit-on jamais à quelque extravagant personnage aux idées délirantes « Arrête de croire en Dieu », je vous laisse imaginer le scandale que cela provoquerait. Si l'on croit au possible, alors on ne croit pas. Croire, c'est tenir pour vrai sans aucune espèce de preuve à avancer pour se justifier. Une action bien compliquée à mener de nos jours où les neuropsycho-crânio-corticaux sont à leur apogée. Nos moindres mouvements et pensées sont passés au crible de machines qui ne peuvent affirmer que la vérité, bien sûr, c'est prouvé. On nous exhorte à tout bout de champ à des propositions réalistes, atteignables. On nous rétorque que l'argument ne tient pas car aucune preuve ne vient l'étayer. On nous demande du concret, et si l'on a le malheur de proposer sans démontrer, on nous dit « Bon sang, Roger, arrête de délirer ». C'est pas possible, ça, voyons. Les chiens ne font pas des chats, alors ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes. Pourtant, demander à l'homme de ne pas croire, c'est ôter à l'homme ce qui fait l'homme. C'est exiger de l'homme de cesser ce combat entre la passion et la raison et imposer une dictature incontestée de l'esprit rationnel. À quoi ressemblerait le monde des futures générations si tout était fait de logique et d'implication ? Les enfants, tiens, parlons-en. À quoi... Est-ce que vous avez des enfants ? Des neveux ? Des nièces ? Si vous avez des enfants, il ne vous est pas inconnu le désir ardent qu'ils ont, alors non pas de manger des rutabagas ou des épinards, non, ce combat-là est perdu, mais le désir ardent d'entendre des histoires. Ils savent pourtant que le tapis volant d'Aladin ne va pas se matérialiser dans leur jardin. Mais demander à l'homme de ne pas croire, c'est lui ôter sa vie, commettre un crime impuni, car sans cœur, l'homme se meurt. Et ces histoires que nous racontons aux enfants, cet espoir émanant des croyances que nous leur partageons, participent à la transmission de valeurs qui se font de génération en génération. Car comme un homme sans culture est condamné à errer sans racines pour le protéger, dans les tempêtes, une culture sans croyance est vouée à la pire des défaites, s'exposant à la cruelle uniformisation de la standardisation prônée par mère raison. Les croyances, les coutumes, les rites rythment nos vies et nous sortent de notre monotonie. Que resterait-il sinon comme option dans le royaume de la raison, à part se lever, prouver, démontrer, puis crever ? Si l'on croit au possible, alors on ne croit pas. On adhère, on applique, on reprend, mais dans un tel cas, suivre se présente comme l'unique option. A contrario, croire au Père Noël, c'est croire à l'impossible, à l'improbable. C'est mener plutôt qu'être emporté. Croire au Père Noël, c'est accepter notre nature duale, accueillir la déraison, la folie, la passion. C'est laisser libre cours au tambour de notre fanfare, vibrant, résonnant d'un gisement d'idées trop peu exploité. Croire au Père Noël, c'est tourner le dos à la société du risque et accepter que tout n'est pas sous notre contrôle. Des éléments extérieurs, baptisons-les bonnes étoiles, vont venir nous épauler. C'est croire en les autres, en l'humain. Les hommes sont faibles, faillibles, ils sont farouches, mais ils sont aussi fiables, fidèles et fascinants. Ils seront au rendez-vous fixé à l'humanité. Que se passerait-il si vous ne croyez pas en vos enfants, en vos collègues, en vos amis, si vous ne croyez pas en ce pourquoi vous vous levez chaque matin ?
Loin de nous aliéner, croire nous permet de nous libérer, d'enlever de nos épaules des fardons que nous n'avons pas à porter et de porter des idées qui sinon seraient mortes-nées. C'est pourquoi je vous invite à retomber en enfance. Il faut croire au Père Noël. Absolument qu'il faut croire. Car croire, c'est combattre l'esprit rationnel par un cœur plein d'espoir. Comme on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans espoir, sauf à vouloir vivre dans un mouroir. Sans flamme, sans âme, on se condamne logiquement à une existence de misère et de souffrance. Croire au Père Noël, c'est croire en l'impossible. C'est croire que tout est possible. Si vous croyez au Père Noël, alors vous avez osé. Vous avez cru en vous et en vos idées. Si vous croyez au Père Noël, alors le chemin est tracé et la première pierre est posée. Il ne vous reste plus qu'à continuer. Si vous ne croyez pas au Père Noël, osez, ou vous le regretterez. Hiver 2003. Elle mesurait tout au plus 109 cm. Le froid mordait toutes les âmes qui osaient s'aventurer au dehors, et elle se réchauffait contre le radiateur, surmenée dans la chambre du milieu, au second étage. Au second étage, puisqu'on l'avait congédiée pour des raisons obscures de la fête qui se déroulait en bas. Il était tard, et elle aurait volontiers pris congé du monde pour une sieste salvatrice dans un lit à baldaquin ou sur un nuage. Mais soudain, elle les aperçut. Deux bois majestueux évoluaient sous ses yeux à travers la fenêtre, dans une danse voluptueuse au gré des mouvements présumés d'une tête qui ne pouvait être que celle d'un cervidé. C'était tout bonnement fascinant. Lorsqu'elle descendit en trombe dans la pièce à vivre, elle découvrit avec stupeur que des présents étaient rangés sous un arbre un peu sec, à qui la forêt d'origine semblait manquer. On lui dit avec enthousiasme qu'un vieux monsieur, qui s'était allègrement servi dans l'assiette de gâteau posté là quelques minutes auparavant, tracté par un troupeau de rennes, s'était introduit, manifestement par réfraction, par la cheminée de la maison et c'était lui qui avait apporté aux enfants sages de cette maison des cadeaux avant de repartir. Une sorte de cambrioleur sympa qui avait, semble-t-il, quand même beaucoup d'informations sur elle. Il devait travailler de jour à la direction centrale des renseignements intérieurs. Elle aurait dû se douter qu'il s'agissait d'un leurre. Mais cela tombait sous le sens. Les bois par la fenêtre devaient appartenir à l'un des rennes de cet homme. Elle avait vu les bois, c'était plausible. Et d'ailleurs, l'émulation collective dans cette pièce la confortait dans cette logique implacable. Après tout, ses proches semblaient doués de bon sens et elle leur faisait confiance. C'est ainsi qu'elle crut donc au Père Noël. Quelques années plus tard, les enfants, dans leur immense cruauté, avaient vendu la mèche. La croyance enchantée s'était éteinte. C'était triste, mais c'était ça, grandir. Non, la véritable trahison arriva un peu plus tard. Elle avait découvert le poteau rose et elle allait découvrir la ruse. Le dernier mystère irrésolu, celui des bois par la fenêtre. Son grand-père, ce traître, agitait en vérité tous les ans une échelle en bois sous la fenêtre du second étage de la maison pour duper les plus jeunes et qui voyaient ce qu'il voulait bien y voir. Mensonge et trahison. Voilà le sombre bilan qu'elle dressait de cette expérience. Cela en valait-il la peine ? Elle aurait sans doute préféré savoir la vérité dès le début. Faut-il croire au Père Noël ? À cette question, je ne peux que répondre, et sans hésitation, par un catégorique non. Aucun prétexte ne le justifie. Faut-il croire au Père Noël ? Faut-il déjà ? Falloir, c'est un mot très fort.
Falloir, c'est faire besoin, c'est faire manque. S'il faut, c'est que c'est nécessaire, que c'est indispensable. Mais croire au Père Noël, est-ce vraiment indispensable? Est-ce un besoin? Il nous faut respirer pour vivre, mais nous faut-il croire au Père Noël? Entre nous. Honnêtement, on ne peut s'accorder à dire que oui. Non, définitivement, le Père Noël, c'est un peu comme une cravate. Entre la laisse et la corde du pendu, on ne sait plus très bien à quoi elle sert. On ne questionne pas non plus son existence. Non, la cravate, comme le Père Noël, a une utilité dont on peut douter et qu'il faut, selon moi, contester avec aplomb. D'ailleurs, beaucoup se passe de cette croyance du Père Noël. Le Père Noël est un syncrétisme, certes, mais il est indéniablement associé à une fête chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus. Alors affirmer qu'il faut croire au Père Noël à un moment ou à un autre de sa vie de manière catégorique, c'est nier l'expérience et l'existence de tous les athées ou de toutes les autres personnes d'autres confessions religieuses qui vivraient sans jamais y croire. Alors certes, d'aucuns pourraient me targuer de cynique, m'avancer que ce rite ponctue l'enfance, qu'il aide à grandir, que ne plus croire au Père Noël, c'est constater que tout neveu ne s'exauce pas toujours. Une désillusion nécessaire, en somme. Expérience de réalité qui prépare aux obstacles de la vie. Mais je rétorquerai, avec l'assurance de l'expérience, que les désillusions viennent bien assez vite dans la vie des enfants. Pourvu qu'ils aient des frères et sœurs peu scrupuleux, qu'ils aient été harcelés à l'école, ou qu'ils se rendent compte un jour ébahis que le logo du Carrefour n'est en fait qu'un C dans un losange. La liste est loin d'être exhaustive. Et vous ne pourrez qu'abonder dans mon sens, puisque je suis persuadée que chaque personne dans cette pièce peut, sans trop y réfléchir, me raconter l'une de ses expériences de réalité, de ses désillusions juvéniles. Alors, quitte à préparer les enfants aux rudesses et aux injustices de cette vie, autant ne pas leur mentir effrontément sur une légende dont on peut faire fi en un claquement de doigts. Libérés d'un mensonge, les plus âgés sont aussi libérés de tous ces stratagèmes et toutes ces manœuvres à déployer pour parvenir à perpétuer ce mythe quelque peu désuet. C'est vrai qu'ils sont prêts à tout, les adultes. Ils vouent même une confiance démesurée au Père Noël pour parvenir à faire croire à leurs enfants qu'il existe vraiment. Finalement, Noël, c'est l'unique circonstance qui donne à observer des parents qui laissent un vieux monsieur qu'ils ne connaissent ni de très près ni de très loin, et au style un peu douteux, il faut l'avouer, demander à leurs petits-enfants de s'asseoir sur ses genoux et de lui chuchoter à l'oreille tous ses désirs d'âme innocente, nourris par des publicités, plastifiées, fascinantes, animées, omnipotentes. Parce que finalement, le Père Noël, ce n'est pas qu'un patriarche dont la femme est réduite à vivre dans les imaginaires collectifs sous la forme d'un déguisement d'Halloween hypersexualisé. Ce n'est pas non plus une figure magique, enchantée, empreinte de paillettes et de crottins de reine. C'est aussi et surtout une figure popularisée massivement à la fin de la Seconde Guerre mondiale par Coca-Cola. Coca-Cola, oui, oui, ce même géant industriel, écocide, qui assèche les nappes phréatiques dont la survie de millions d'êtres humains dépendent dans tous les continents. Ce même néocolon frénétique qui a repeint en rouge et blanc l'Amérique, qui a rendu glamour le diabète et qui a collaboré avec les dictatures latino-américaines et avec les régimes nazis. Comme quoi même le Père Noël a son point Godwin personnel. Non, le Père Noël c'est un symbole. Et sans se croire le premier moutardier du pape, ni sans se croire Élise Lucet, il est aisé de réaliser que c'est celui de la surconsommation et de ses ravages. Les lutins du Père Noël existent bel et bien, mais ils ne travaillent pas dans les tintements de clochettes. Et lorsque la hotte du Père Noël est vide, c'est que le pétrole et le sang ont coulé, que les mers se sont un peu plus rassasiées de nos déchets,
qu'une partie du monde s'est gargarisée de l'opulence le temps d'un soir. Voulez-vous croire en ce symbole? Faut-il croire en ce symbole? Non, définitivement. Ne laissez personne vous enjoindre d'y croire. Le Père Noël est une ordure, et je vous en conjure, cachez ces échelles en bois que je ne saurais voir. Ça y est, nous y étions enfin, le 3 juillet 2018. Adieu cours, examen, stress, bonjour vacances, repos et farniente. Il m'était enfin possible de troquer mon sac à dos et mes cahiers pour mes tongs et mes projets. Des projets de vacances, j'en avais des centaines, tous plus fous les uns que les autres. Le premier sur ma to-do list, me rendre à Paris. Et comme je ne faisais jamais les choses à moitié, j'ai décidé de me lancer un défi. Me rendre à Paris seule. Vous ne voyez toujours pas le défi? Aller à Paris seule et en voiture. Vous ne percevez toujours pas la folie de mon action. Aller à Paris seule et en voiture, une semaine après avoir obtenu mon permis de conduire. Ah là, vous voyez où je veux en venir. J'avais essuyé d'un revers de la main les conseils de mes parents. Sarah, tu devrais prendre le train ou le bus, c'est plus sûr. Jusqu'à Paris, tout se passa pour le mieux. La jeune provinciale naïve que je suis se méprenait. Il me restait une étape importante. Traverser le rond-point de l'Étoile. Pour ceux d'entre vous qui ne se sont jamais essayés à cette expérience ô combien intense, je vous donne matière à réfléchir. Le rond-point de l'Étoile, c'est 12 avenues, 64 000 véhicules par jour et 100 fois plus d'insultes déblatérées. En bref, le traverser revient à franchir une arène remplie de lions. Vous savez comment vous y entrez, vous ne savez pas dans quel état vous allez en sortir. Les mains à 10h10 sur le volant, les sourcils froncés, un pied sur l'accélérateur. Je me répétais en boucle. Inspire, expire. Ça va bien se passer. Le feu au vert, je m'élançais dans l'arène, faisant rugir le moteur de ma petite Twingo. J'y étais presque. J'atteignais mon but quand soudain, je percutais un motard sur la droite. Il tomba à la renverse. Je sortais de ma voiture, paniquée et encore sous le choc. Après un florilège d'insultes dont seuls les conducteurs parisiens ont le secret, je dressais mon constat. Pas de blessure, rien d'endommagé, de brisé, d'abîmé, excepté ma confiance naissante de jeune adulte. C'est seulement quelques heures après cet événement déroutant, que dis-je, renversant, que je compris ce que j'avais oublié. En voiture, Simone, ma monitrice d'auto-école, m'avait toujours dit « Regarde tes angles morts ». Et je ne l'avais pas fait. Je n'avais pas regardé en arrière. Alors à la question « Faut-il regarder en arrière ?» je réponds oui. Oui, il le faut. Tout d'abord, car ça vous évitera quelques heures au téléphone avec la voix préenregistrée ô combien agréable de l'assureur. En cas de sinistre, tapez le 1. Et puis, regarder en arrière dans son rétroviseur, ça peut sauver des vies. D'ailleurs, j'ai une preuve matérielle qu'il faut regarder en arrière. Et je ne dis pas ça simplement pour vous jeter de la poudre aux yeux. On a créé une panoplie d'objets dont c'est le but. Les rétroviseurs extérieurs et intérieurs, les miroirs et encore mieux, les radars de recul. S'il ne fallait pas regarder en arrière, tous ces objets ne seraient pas obligatoires et sans nul doute obsolètes. Alors je vous vois venir, vous allez me dire, mais vous n'y êtes pas. Regarder en arrière, c'est bien plus que cela.
et je suis d'accord avec vous. Regarder en arrière, c'est jeter un coup d'œil vers le passé, vers toutes les expériences que nous avons vécues. La phrase « il ne faut pas regarder en arrière » est devenue un adage populaire que l'on entend bien trop souvent. Mais moi, mesdames et messieurs, je suis contre, totalement contre. Il est selon moi nécessaire de regarder en arrière pour apprendre de nos erreurs, pour devenir meilleurs. Les erreurs créent des errances dont on tire des leçons. Comment progresser et aller de l'avant si l'on ne prend pas en compte tous nos accidents, toutes nos sorties de route? Parce que oui, aussi contradictoire que cela puisse paraître, regarder en arrière, c'est aller de l'avant. À quoi bon, me direz-vous? Quoi qu'il se passe, il nous est impossible de revenir en arrière, de mettre en replay, de corriger la trajectoire ou de réécrire l'histoire. Certes, mais l'on ne peut pas écrire la suite du récit si l'on ne connaît pas le début, si l'on ne sait pas où l'on sait d'arrêter. Écrire en ignorant les éléments passés reviendrait à écrire son histoire comme au jeu du cadavre exquis. Et vous savez tout comme moi que le résultat n'a aucun sens. Que votre histoire soit difficile, que votre passé soit simple ou imparfait, utilisez-le pour conjuguer votre vie au futur. Monsieur me dira, mais regarder en arrière, c'est se morfondre, c'est reculer, rétropédaler. Ne trouvez-vous pas cela pessimiste? Je vous ai dit de regarder vers le passé, pas de vous retourner et de faire machine arrière. Ce sont deux actions bien distinctes. Regarder en arrière, c'est regarder ce que nous avons mal fait, pour faire autrement la prochaine fois. Mais surtout, aujourd'hui bien plus qu'avant, c'est se rendre compte de la chance que l'on a, ou que l'on avait, de ce que l'on risque de perdre et de ce que l'on a perdu. Chut. Vous entendez? Bip, bip, bip. C'est le radar de recul de nos vies. Il nous dit de nous arrêter un instant et de regarder en arrière. Avouez que vous aussi, vous l'avez beaucoup entendu ces derniers temps. Je pense avancer sans trop me tromper que dernièrement, nous avons eu le temps de réfléchir, de tuer le temps avant que le temps nous tue, bon, peut-être un peu trop, et de nous tourner vers notre passé et nous dire « Qu'est-ce que je fais ? Qu'ai-je fait de ma vie ?» Alors on retrace notre parcours et l'on se dit que certes, nous avons souffert parfois, nous nous sommes trompés souvent, mais nous avons vécu. Regarder en arrière, mesdames et messieurs, ce n'est rien d'autre que se souvenir. Ne plus regarder derrière soi reviendrait à ne plus se souvenir de ce que nous avons accompli au fil du temps. Imaginez-vous si chaque jour était totalement indépendant des autres, sans aucun lien. Quelle tristesse! Il faudrait chaque jour reconstruire quelque chose qui ne serait qu'éphémère. Et puis, cessons un peu de penser qu'à notre petite personne. Allons plus loin dans notre réflexion. Ne pas regarder en arrière, ce serait nier, insulter, bafouer le courage des hommes et femmes morts pour la France. Ne pas regarder en arrière, ce serait oublier. Oublier les événements historiques, les prouesses technologiques et les avancées sociales. Vous l'imaginez, vous, notre monde, si nous oublions les actes de Voltaire, Marie Curie ou Simone Veil? Non, je ne veux pas de ce monde-là. Alors allez-y si vous le voulez, ne regardez pas derrière vous et allez vider le Panthéon. Mais je ne vous accompagnerai pas. Pourquoi les commémorations existeraient-elles s'il ne fallait pas regarder en arrière? Ajoutons à cela les musées, les monuments et les cimetières. Nous oublierions tout et il faudrait sans cesse recommencer à zéro. Nous n'aurions rien appris des générations passées, pas d'agriculture, d'astronomie ou d'écriture,
Pas d'écriture. Pas d'écriture, pas de discours. Pas de discours, pas de concours d'éloquence. Pas de concours d'éloquence. Vous voyez, je vous l'avais dit, il faut regarder derrière soi. Et bien plus que nous souvenir, nous pouvons nous en inspirer. Je vois poindre une légère inquiétude dans vos regards. À quoi bon faire des pastiches, me direz-vous? Mais s'inspirer ne veut pas dire copier, plagier. Non. Nous nous inspirons tous du monde et des personnes qui nous entourent, et tous les auteurs l'ont fait. Jean de La Fontaine s'inspire d'Ésope pour écrire ses fables. Cela l'a-t-il empêché de briller? Je ne crois pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors accordez-moi au moins qu'il faut bien regarder en arrière pour voir ce qui a été fait, et pour ne pas refaire exactement la même chose. Si ce soir je vous affirmais avec conviction, mesdames et messieurs, j'ai une idée brillante, quelque chose de novateur. Je vais créer un réseau qui permettrait de relier les gens entre eux et de faire des recherches, et je l'appellerai Internet. J'aurai quelques années de retard, et surtout l'air stupide. Un monde sans regarder en arrière, ce serait un monde sans couleur, un monde fade en somme. Chacun oublierait ses origines, ses racines, un monde sans tradition ni coutume, un monde vide. Alors, si vous ne me faites toujours pas une confiance aveugle, si vous ne voulez toujours pas tourner votre visage pour regarder derrière, peut-être par peur du torticolis, je vous donnerai un conseil. Dans la course contre la montre qu'est notre vie, jetez des coups d'œil en arrière. Vous vous assurez ainsi que vous n'avez pas distancé tout le monde. Ce serait inutile et vous risqueriez de franchir la ligne d'arrivée seul. Quelques années après mon accident de la route parisien, me voilà en cette même ville. J'ai pris le temps ce matin de retourner au point de l'Étoile. Figurez-vous que le seul moyen d'y parvenir en tant que piéton, c'est par le passage du souvenir. Cocasse, non? Et ce soir, je rentrerai chez moi. En transport en commun, par souci de sécurité, j'achèterai et composterai un billet pour mon passé. Siège couloir ou contre la vitre, en train ou en bus, peu m'importe. Peu m'importe tant que je peux regarder en arrière jusqu'à mon terminus. Franchement, il a osé désobéir à un dieu. Pourtant, ce n'était pas faute de l'avoir prévenu. On lui avait tout bien expliqué. Tu la reverras, à condition, sur le chemin du retour, de ne pas regarder en arrière. Il touchait au but, après une si longue descente dans les ténèbres. Il remontait, en silence, vers la lumière. Elle le suivait, comme prévu. Les dieux n'avaient donc pas menti. Ils ont escaladé la roche, la paroi friable de la gorge, les abysses des enfers. Et puis il s'est retourné. Alors je veux bien qu'il ait fait le choix du poète et non pas celui de l'amoureux, qu'il ait choisi le souvenir d'Eurydice et que cette seconde mort n'était que la métaphore de sa résilience. Mais pardonnez-moi de préférer les happy end. En se retournant, Orphée a renoncé à l'amour, aux retrouvailles avec sa promise. S'il ne s'était pas retourné, Eurydice serait restée avec lui. C'est vrai qu'elle était un peu énervante, Eurydice, à ne pas parler, à ne pas manifester sa présence. Mais tout de même, si ce mythe est si contrasté, s'il fait encore parler de lui aujourd'hui, c'est bien parce que son issue est déceptive. Franchement, qui aime les histoires d'amour brisées? À la question « Faut-il regarder en arrière ?» ce mythe m'invite à répondre non. Regarder en arrière, c'est un moment d'absence, d'égarement, qui
peut faire vaciller nos convictions. Je dirais même que ce regard en arrière peut nous perdre, nous confondre. Il peut nous faire changer d'avis. Quand on regarde en arrière, on vacille. Imaginez, vous venez de quitter quelqu'un. Vous étiez sûr de votre décision. Vous lui avez asséné votre discours de rupture tant de fois répété. Et juste avant de partir, vous regardez en arrière pour observer sa réaction. Voir si il ou elle pleure, se lamente, vous regarde vous éloigner, ou alors peut-être qu'il est tout simplement déjà parti. Mais si vous vous retournez, vous allez peut-être surprendre l'autre dans sa détresse, voir les larmes qui coulent de ses joues, revoir aussi vos souvenirs qui défilent, et vos convictions vont basculer. Vous allez vous dire « Oh, en fait, il n'est pas si mal que ça. Hein ». Est-ce que vous voyez à présent à quel point un simple regard en arrière comporte des risques ? Ce n'est ni plus ni moins qu'un moment d'égarement. Et même si certains peuvent apprécier cet instant suspendu, cette pause, loin du tumulte du monde, je pense sincèrement que ce regard peut vous confondre. Regarder en arrière, c'est un risque, mais surtout un interdit. C'est immoral. Cela s'apparente à de la curiosité malsaine. Prenez l'exemple de cette petite fille dans la rue qui se retourne vers l'étrange jeune femme qui vient de passer. Aussitôt, elle prend une claque et une remontrance de la part de sa mère. « Arrête de regarder, c'est pas bien de regarder derrière soi. On ne se retourne pas vers une personne handicapée dans la rue, c'est mal. » Alors j'entends déjà certains me dire, pour quelqu'un de si rigide, d'attaché à la morale, je ne vous trouve pas très prudente. À quoi servent les rétroviseurs, sinon à regarder en arrière ? Si ce motard avait jeté un bref coup d'œil derrière lui, il aurait vu à temps le camion qui roulait sur la route plane. Il aurait pu s'écarter pour ne pas être envoyé dans le fossé. Et n'est-ce pas justement cette transgression, cette envie de braver l'interdit et de contourner les règles qui ont motivé Orphée à se retourner ? Alors, puisque je ne suis pas sponsorisée par une association pour la prévention routière et que je laisse à d'autres le soin de débattre sur la signification plurivoque du regard en arrière d'Orphée, je vais aller encore plus loin. Regarder en arrière, en soi, ce n'est pas bien grave. Ce n'est qu'un coup d'œil furtif. Mais ce qui est dangereux, c'est se retourner complètement. Le regard en arrière n'est que le prémisse d'un mouvement général qui implique tout le corps qui tout à coup est dirigé non pas vers l'avenir, mais vers le passé. Et c'est précisément en se retournant que l'on se détourne du présent. Un jour, je me souviens, j'avais un entretien d'embauche pour un emploi étudiant. Avant de prendre l'ascenseur, je regarde derrière moi. Ah mince, je n'ai pas bien fermé la porte. Est-ce que j'ai bien éteint la lumière ? Je vais quand même prendre un peu d'argent dans ma chambre, si j'ai envie de m'acheter un sandwich en rentrant. Et ainsi de suite, et ça y est, c'était trop tard pour mon entretien. Plus de 20 minutes de retard, et avoir la tête de l'employeur, c'était sûr que c'était fichu. Un simple regard en arrière peut en appeler un autre, jusqu'à aboutir à des conséquences désastreuses. Regarder en arrière, c'est rater quelque chose. C'est le cas par exemple pour cette petite fille. Elle est juchée sur les épaules de son père pendant un spectacle aquatique. Elle se retourne vers le garçon derrière elle et ne voit pas la baleine bleue jaillir du bassin en un salto avant. Je dirais que le retournement détache notre attention du présent. Et même, cela peut être un signe de lâcheté. Il est plus facile de regarder derrière soi, vers ses souvenirs, vers un temps révolu, plutôt que se concentrer sur le futur.
lui qui n'est pas encore tracé. Mais certains, au contraire, me diront qu'il faut du courage pour regarder en arrière. Se retourner, c'est accepter la perte. Et c'est prendre conscience de ce qu'on a perdu, de ce qu'on laisse derrière soi. Mais selon moi, ce regard en arrière n'est qu'un mouvement rétroactif qui nous empêche d'aller de l'avant. On dit souvent à un écrivain de ne pas corriger, réécrire sans cesse ses premières pages, au risque de ne jamais poursuivre la suite de son histoire. Ce regard en arrière, c'est peut-être le symptôme d'une peur, la peur d'aller de l'avant, un trop-plein de perfectionnisme qui transforme notre vie en cercle, en une boucle de ressassement, au lieu de la projeter en une ligne droite. Regarder en arrière s'apparente à une régression. On ressasse les traumatismes, les échecs, on stagne, on n'évolue pas. Alors bien sûr, tout le monde a des regrets. Moi, j'ai des regrets. Des choses que j'aurais pu mieux faire, mieux dire, un examen que j'aurais pu réussir. Mais à force de ressasser et de vivre dans le passé, on ne parvient pas à avancer. On a les yeux dans le rétroviseur et non pas sur la route. Même s'il peut paraître important de regarder derrière soi pour apprendre de ses erreurs, ce n'est pas en convoquant ces souvenirs qu'on créera notre futur. Et finalement, le passé vit avec nous. Il fait partie de nous. Chaque souvenir constitue une partie de la personne que nous sommes devenus. Vous connaissez la mémoire du corps? Les années de labeur qui se figent dans le corps brisé, dans les mains calleuses d'un ouvrier, les cicatrices et les bleus sur la peau d'une femme battue. Notre passé vit avec nous. Et pour cela, nous n'avons jamais besoin de regarder en arrière, simplement de nous concentrer vers l'avant. Vous savez ce qu'on dit aux nageurs professionnels? Quoi qu'il arrive, il ne faut pas se retourner. Pas un regard en arrière et surtout pas pour les adversaires. En restant focalisés sur leur ligne d'eau, concentrés sur leur nage, sur le présent et l'avenir, ils réaliseront une course parfaite. Tout d'abord, on tient vraiment à vous féliciter pour la grande qualité des discours que vous avez proposés ce soir. Et on remercie également les membres du jury de ce soir d'avoir donné de leur temps et de leurs oreilles. Et donc, passe à la finale pour la BNF, dans l'ordre de passage, je dis, Alexandra Lafont, Anthony Tordman, Sarah Lashgar et Juliette Béguet. Bravo à vous, on vous félicite, on met tout le monde dehors et on se voit à la finale. À la finale, c'est le 10 mai, normalement sans public. On verra pour les... Enfin, je pense qu'on verra pas, mais qu'on n'aura pas le droit de public, malheureusement. Mais on essaiera de mettre les vidéos le plus vite possible. Voilà. Et encore grand bravo à toutes, parce que les débats ont été vifs, quoique rapides, et vous avez fait un très très beau travail.